Bonjour à toutes et à tous, il est 10h, je vous propose de commencer cette session qui aujourd'hui s'intitule « Migration, exil et santé mentale ». Et nous allons donc parler des recherches épidémiologiques sur la santé mentale des immigrés et descendants d'immigrés. Puis dans la deuxième partie du cours, Laure Wallmark, qui est psychologue clinicienne et chercheur au CRASH de Médecins sans frontières, parlera plus précisément d'exil, de comment soigner le malheur des autres et de ce que ça peut faire aussi d'y être confronté. Alors j'aimerais commencer ce cours aujourd'hui par une petite histoire sur une recherche réalisée il y a quelques années par des collègues médecins infectiologues. Alors ces collègues sont spécialisés dans le traitement des personnes atteintes par le VIH. L'un d'entre eux en particulier travaille dans un grand hôpital parisien. Et il était particulièrement préoccupé par les récits de traumas, de violences sexuelles subies, rapportés par certains hommes originaires d'Afrique subsaharienne, qui en particulier étaient passés par la Libye et qui venaient consulter parce qu'ils étaient atteints du VIH. Donc, il a donc souhaité mettre en place une grande étude épidémiologique pour mieux comprendre les caractéristiques de ces hommes qui étaient donc originaires d'Afrique de l'Ouest, étaient récemment arrivés en France et qui avaient connu multiples traumas, dont possiblement des violences sexuelles, donc par des relations homosexuelles qu'il était difficile d'admettre et d'accepter. Ce collègue m'a demandé de l'aider à concevoir cette étude. J'ai travaillé sur certains aspects méthodologiques et puis on a aussi réfléchi ensemble aux questions qu'on pouvait poser aux personnes sur leur parcours migratoire, comment arriver à identifier différentes étapes, différents moments clés de leur trajectoire. Et donc entre 2021 et 2022, nous avons réalisé une enquête représentative des hommes étrangers contaminés par le VIH par d'autres hommes dans 14 hôpitaux parisiens ou de proches banlieues, en utilisant un questionnaire standardisé traduit dans 6 langues pour que la majorité des personnes potentiellement concernées puissent y répondre. Quels ont été les résultats de cette étude ? Eh bien, parmi ces 1100 hommes interrogés, et donc représentatifs des étrangers contaminés par le VIH par d'autres hommes et résidant en région parisienne, nous avons identifié des hommes originaires d'Afrique et notamment d'Afrique de l'Ouest, mais à notre grande surprise, ils ne représentaient que 15% des participants. À cela s'ajoutaient 15% de personnes qui étaient originaires d'Afrique du Nord. Donc, qui étaient ces hommes étrangers contaminés par le VIH suivis dans les hôpitaux de la région parisienne ? 30% d'entre eux étaient originaires d'Amérique du Sud, 20% d'entre eux étaient originaires d'Asie, 20% étaient européens. Interrogés, donc pas exactement les profils auxquels nous nous attendions. Par ailleurs, les participants avaient en moyenne 45 ans et pour la plupart vivaient en France depuis plus de 15 ans. Quand ils étaient interrogés sur les raisons qui les avaient amenés à venir en France, 37% disaient que c'était pour faire des études, 30% disaient que c'était pour pouvoir vivre librement leur sexualité, 30% disaient être venus pour découvrir un nouveau pays, un quart pour rejoindre un compagnon, et seuls 20% des personnes interrogées fuyaient un pays en guerre. Alors je voulais commencer par cette anecdote qui est l'histoire d'une recherche réelle, les résultats ont été publiés, pour vous dire que sur ce sujet, soignants, chercheurs, nous avions une image déformée de la population des étrangers, des immigrés qui pouvaient être concernés par le VIH, et que le fait de mettre en place cette enquête épidémiologique nous a permis de corriger nos biais, peut-être même des préjugés, et d'avoir une vision un tout petit peu plus large et plus objective des liens entre migration et santé. C'est une thématique sur laquelle, pour plein de raisons différentes que je n'aborderai pas aujourd'hui, il y a énormément de préjugés, d'idées préconçues, qui sont véhiculées par différents canaux. Et donc, il est peut-être plus important encore que dans d'autres domaines dont j'ai parlé ces dernières semaines, de définir les termes utilisés. Je vais donc commencer par ça. Migrants, immigrés, réfugiés, exilés, de qui parle-t-on ? Alors, depuis une dizaine d'années, dans les médias, dans les discours courants, mais aussi chez les soignants et les chercheurs, s'est progressivement imposé le terme migrant. J'ai regardé le dictionnaire de l'Académie française qui nous dit que ce terme migrant est un participe passé qui se rapporte à un groupe humain ou à une population qui effectue une migration. Donc, dans la langue française, ce n'est pas un nom commun. Et
c'est un terme qui vient de l'anglais, bien sûr, mais en réalité, c'est un mot qui n'existe pas. Surtout, et c'est peut-être ça que j'aimerais essayer de discuter aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas du tout neutre. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, migrant est très largement utilisé et peut être est un nom commun, mais en français, c'est un terme qui est quand même très largement connoté. Pour illustrer, j'ai fait une petite recherche sur un moteur de recherche Internet avec le terme migrant et j'aimerais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc voici vraiment, j'ai pris les premières images qui sont apparues et c'était pas un moteur commercial. Voilà, je ne citerai pas le nom du moteur de recherche, mais j'ai volontairement utilisé un moteur de recherche qui se veut plus un peu, enfin moins majoritaire. Donc, que voit-on sur ces images? On voit d'abord à quel point elles se ressemblent. C'est des images qui sont assez similaires entre elles. On voit des foules au sein desquelles on a du mal à distinguer des individus, des personnes qui ont l'air de fuir dans la précipitation, dans des conditions terribles. Par exemple, ici, on voit une embarcation surchargée de personnes qui tendent la main pour qu'on leur prête secours, pour qu'on les aide. Alors, on pourrait ajouter que ces personnes ne sont pas européennes. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'elles ne sont pas européennes. Et quand on regarde juste comme ça ces images, on se dit que oui, en effet, la migration doit créer beaucoup de problèmes de santé. Alors, juste pour l'exercice, pour m'amuser, j'ai aussi cherché migrants 1970 dans le même moteur de recherche. Et je voulais juste vous montrer ce que j'ai trouvé comme image. Et vraiment, vous pouvez le refaire. Je n'ai pas publié le protocole, mais j'ai utilisé une méthode tout à fait standard. Voilà, je vous invite à le faire. Donc là, quelles sont les images que l'on obtient? Il s'agit de personnes dont, alors d'une part, on distingue le visage un peu, même si la qualité de l'image est peut-être pas très bonne. Il s'agit de personnes, donc là, on voit des personnes qui descendent de l'avion, qui travaillent, qui sont en famille. Voilà, donc juste ces deux séries d'images pour dire que, en fait, l'histoire, la manière dont on se raconte la migration depuis un peu plus de 50 ans, hein, donc la deuxième série d'images date des années 70, a énormément changé. Voilà, je ne veux pas aborder exactement les termes qui sont utilisés dans le débat public, mais vraiment, je voulais juste vous montrer ces images et vous livrer ces premières réflexions pour vous dire à quel point les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, comme les soignants qui donc soignent les personnes étrangères, doivent aussi beaucoup travailler sur leur représentation et la manière dont nous percevons tous cette thématique. Alors pour continuer, et puis peut-être, voilà, je ne vais pas passer le cours là-dessus, mais quand même finir sur ces questions de représentation, je voulais vous montrer les résultats d'une étude que le musée de l'histoire de l'immigration situé à Paris et qui a ouvert en 2007 a produit il y a quelques années. Donc c'est un sondage représentatif mené en 2023 auprès de 1000 personnes à qui on a demandé, quand vous entendez le mot immigration, quels sont les 3 premiers mots auxquels vous pensez spontanément? Et donc vous voyez que le premier qui ressort, c'est étranger, mais vient assez vite après, guerre, pauvreté. Bon, il y a aussi intégration et culture. Donc voilà, peut-être que ça nous montre malgré tout l'hétérogénéité des représentations que nous pouvons avoir sur ce sujet. Ce qui est plus intéressant dans cette enquête, c'est que les participants étaient aussi interrogés sur quelques chiffres de l'immigration. Par exemple, on demandait quel est le pourcentage d'immigrés dans la population française. Alors, je ne sais pas si vous savez quel est le pourcentage d'immigrés dans la population française. Voilà, c'est à peu près 10%. Bon, en moyenne, dans ce type de sondage, les gens répondent 20. Voilà. Ensuite, on leur a demandé quel est le pourcentage d'immigrés qui sont issus d'un pays en dehors de l'Union européenne, enfin en dehors de l'Europe, où là aussi, bon, c'est 70% dans le recensement, les gens répondaient plutôt 80%. Les gens répondaient que les immigrés sont principalement des hommes, alors qu'aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont immigrés. Et ils répondaient aussi qu'à 80%, les immigrés n'ont pas de diplôme, alors que le recensement nous dit que c'est plutôt 40%. D'accord ? Donc voilà, encore une fois, ces représentations un peu décalées. La mission du Musée de l'Histoire et de l'Immigration est de parler de l'immigration autrement et de faire connaître les données scientifiques sur le sujet. Et donc voilà, je voulais juste finir sur ces représentations pour vous dire qu'ils ont fait une campagne de
de communication en 2012 qui essayait de normaliser l'immigration, montrant au passage des images qui ressemblent donc un peu à celles que j'ai trouvées en cherchant à quoi ressemblait l'immigration ou les immigrés en 1970. Et voilà, cette campagne nous dit l'immigration, ça fait toujours des histoires. Un Français sur 4 est issu de l'immigration. Nos ancêtres n'étaient pas tous des Gaulois. Voilà, pour nous dire que bon, la société française est très diverse et que ce n'est pas un phénomène récent. Et d'ailleurs, l'humanité, évidemment, est très diverse et ce n'est pas un phénomène récent. Comme on l'apprend en classe de 6e, l'Homo sapiens a émergé en Afrique et a progressivement colonisé le reste du monde. Alors, il se trouve que Jean-Jacques Hublin, qui est titulaire de la chaire de préhistoire ici au Collège de France, vient de commencer une série de cours sur l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Et le cours de la semaine dernière portait très précisément sur les sorties d'Afrique. Donc, je vous incite à l'écouter, c'est passionnant et ça nous dit que bon, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ce qu'on apprend aux élèves de 6e. Néanmoins, pour autant que l'on sache, la présence humaine a émergé d'abord en Afrique de l'Est, puis par des parcours très complexes, l'Homo sapiens a colonisé le reste de la Terre. Les migrations sont d'ailleurs bien sûr omniprésentes dans les récits sur les origines, alors non seulement de l'humanité, mais plus précisément de notre civilisation. La Bible est truffée d'exemples de mouvements humains dans l'espace. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Noé et ses proches ont dû fuir devant le déluge. Voilà, peut-être les premiers migrants climatiques. Abraham a quitté Ur en Mésopotamie pour s'établir à Canaan, la terre qui lui a été promise par Dieu. Et son fils Joseph a lui dû fuir les persécutions de ses frères, quitter Canaan et s'établir en Égypte. Alors, je ne parle même pas de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, qui décrit la fuite des Hébreux hors d'Égypte sous la conduite de Moïse et leur pérégrination pendant 40 ans dans le Sinaï. Voilà, bon, les migrations donc, ne sont vraiment pas un phénomène nouveau. Notre regard sur les migrations a certainement changé pour plein de raisons différentes. Et là aussi, je vous renvoie au cours de François Héran, qui était donc titulaire de la chaire migration ici au Collège de France pendant plusieurs années, qui a fait une série de cours et aussi de publications pour essayer de montrer quels sont les chiffres de l'immigration en France et comment la France se situe par rapport à d'autres pays. Mais j'aimerais juste rappeler voilà, quelques points avant de parler de santé, puisqu'on va quand même parler de santé. Donc, d'abord, les Nations Unies distinguent différents types de personnes qui quittent leur pays. Donc, les personnes qui quittent... alors, l'immigration, c'est le fait de quitter son pays et de se déplacer dans un autre pays. Et on distingue donc les émigrés de personnes qui se déplacent au sein de leur pays ou dans une zone très proche. Donc, au total, donc, vous voyez ici que, d'après les derniers chiffres de l'ONU, à peu près 281 millions de personnes dans le monde ont émigré, auxquelles s'ajoutent 117 millions de personnes qui sont déplacées au sein de leur pays. Donc, c'est 4% de la population mondiale environ, et la plupart des immigrés vivent dans des pays développés, mais les réfugiés et les personnes déplacées ont plutôt tendance à être dans les pays intermédiaires en voie de développement, en fait les pays proches de ceux qu'ils cherchent à fuir. Donc, quand on regarde, donc, encore une fois, à l'échelle du monde, quels sont les principaux pays d'immigration en termes de nombre absolu, on voit que, c'est la colonne de gauche, il s'agit des États-Unis, puis suivi par l'Allemagne, l'Arabie saoudite, la Russie et le Royaume-Uni. La France est aussi un grand pays d'immigration, on n'est pas très loin dans cette liste, mais encore une fois, je vous rappelle qu'il s'agit de chiffres absolus et nous sommes un grand pays en termes démographiques. Quand on regarde à côté d'où viennent la plupart des émigrés dans le monde, vous voyez qu'arrivent en premier l'Inde, le Mexique, la Fédération de Russie également, la Chine et la Syrie, bon, ces chiffres étant ceux du début des années 2020 et consécutifs à la guerre en Syrie. Au sein des pays de l'OCDE, donc les pays industrialisés, les migrations ont augmenté entre 2000 et 2024. Vous le voyez ici, on est passé de 150 millions de personnes immigrées au sein des pays de l'OCDE en 2000 à 281 millions, donc c'est une augmentation relativement conséquente. Pourquoi est-ce que les migrations augmentent ? Premièrement et en premier lieu, parce que nous nous déplaçons plus, parce que les mobilités ont beaucoup augmenté. Ici, c'est un graphique qui représente le nombre de passagers
du trafic aérien dans le temps. Et vous voyez aussi, alors évidemment, il y a une baisse au moment du Covid, on pouvait plus se déplacer, mais une très très nette augmentation dans le temps. Et en lien avec donc, ces chiffres très globaux de l'immigration, je voulais aussi vous montrer ce que nous disent les chiffres de l'OCDE sur le nombre d'étudiants internationaux. Et vous voyez là aussi, évidemment, une augmentation dans le temps. Donc, différentes formes de migration, de mobilité ont augmenté. J'en ai déjà parlé. Les conflits dans le monde sont également très présents aujourd'hui et il y a beaucoup d'endroits que les gens fuient pour des raisons humanitaires et pour des raisons sécuritaires, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les gens émigrent. C'est le seul point que je voulais faire. Alors, quand on compare la France à d'autres pays de l'OCDE, donc je vous ai dit qu'on est un grand pays, on accueille beaucoup d'étrangers qui cherchent à émigrer. Néanmoins, quand on regarde plutôt le nombre, les chiffres relatifs, c'est-à-dire comment se rapporte le nombre d'immigrés à la population globale, vous voyez qu'on est plutôt, c'est la petite flèche ici, on est plutôt en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, je ne rentrerai pas dans le fait que dans les débats publics et la manière dont on perçoit cette question de qui sont les immigrés, combien y en a-t-il, etc., on mélange très souvent les immigrés, c'est-à-dire les personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont venues s'établir en France, des personnes qui sont descendantes d'immigrés mais qui sont en réalité françaises. Mais quand on regarde vraiment juste les chiffres de l'immigration, la France n'est pas le pays qui accueille le plus d'immigrés en Europe. Ensuite, si on regarde plus précisément les demandes d'asile donc régies par la Convention de Genève de 1949 et qui sont évidemment un régime juridique très différent de l'immigration, leur nombre, qui ne représente en réalité qu'une faible proportion des personnes qui quittent leur pays et qui arrivent en Europe, a aussi augmenté au cours des 20 dernières années. C'est ce que vous montre ce graphique à gauche des Nations Unies. Ce nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés a augmenté avec un certain nombre de conflits dans le monde qui ont tendance à durer dans le temps. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais donc, ici, ce graphique montre les pays qui accueillent le plus de personnes fuyant leur pays dans le monde. Donc, le premier pays tout en rouge, c'est la Turquie, suivi par l'Iran en bleu, l'Allemagne en vert et le Pakistan en vert clair. Donc, évidemment, il s'agit de personnes qui ont fui la guerre en Syrie et l'Afghanistan, principalement. Il y a l'Ouganda également dans une autre ligne en bleu, qui accueille des personnes qui fuient le Soudan. Et vous avez peut-être entendu ces derniers jours que le conflit au Soudan, dont on entend assez peu parler, et au Sud-Soudan s'éternise, et l'ONU a estimé qu'il y a 15 millions de personnes qui ont fui le Soudan pour s'établir ailleurs. J'ai regardé, le Soudan a une population d'environ 50 millions de personnes. Donc c'est comme si, donc, il y a un peu moins d'habitants qu'en France. 15 millions de personnes, c'est à peu près la taille de la population de l'Île-de-France, qui a donc dû fuir au cours des dernières années. Alors, en France, depuis une dizaine d'années environ, on accueille entre 130 000 et 150 000 nouvelles demandes d'asile. Vous voyez ici que là, donc, il s'agit des chiffres de l'INSEE. L'origine des demandeurs d'asile au fil du temps a évolué en lien avec les conflits dans différentes zones du monde. Donc vous voyez que dans les années 80, une des premières nationalités des demandeurs d'asile en France était donc le Zaïre, qui est devenu le Congo RDC, puis l'ex-Yougoslavie, l'Algérie, la Tchétchénie, plus récemment le Bangladesh, l'Arménie, toujours la République démocratique du Congo et l'Afghanistan. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment sont traitées ces demandes d'asile, les différents types de régimes qui existent, en particulier depuis la mise en place du règlement de Dublin qui répartit les demandeurs d'asile qui a pour vocation de répartir les demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Mais voilà, ce chiffre, juste pour vous montrer que la manière dont sont traitées ces demandes d'asile évolue un peu dans le temps, mais sur les dernières années, en tout cas, le nombre de personnes qui demandent d'asile est relativement stable. Et en 2024, les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile en France étaient d'abord l'Afghanistan, suivi par la Guinée, la Turquie, le Bangladesh et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut distinguer différents types de profils de personnes qui émigrent.
Donc d'une part, voilà, des personnes qui émigrent pour raisons diverses, avec des titres de séjour, des demandeurs d'asile et des réfugiés qui cherchent surtout à fuir un pays en guerre. Je voudrais juste ajouter un dernier point. Bien sûr, il se passe des drames en Méditerranée, et pas uniquement, et l'ONU recense le nombre de personnes qui ont potentiellement disparu au cours de leur migration. Les derniers chiffres estiment que depuis 2014, environ 80 000 personnes sont décédées au cours de leur parcours migratoire. Alors, tout ça pour vous dire que dans les recherches dont je vais vous parler, moi je n'utilise pas le terme migrant parce que, encore une fois, il n'existe pas en français. Et puis aussi, il est plutôt connoté et on ne sait pas très bien de quoi on parle en réalité. Donc, dans les recherches dont je vais vous parler, j'utiliserai plutôt les termes démographiques, alors qui sont aussi ceux de l'administration et qui peuvent sembler un peu rigides, mais qui, je pense, ont au moins présente au moins l'avantage d'être clair et on peut savoir exactement à quoi on se réfère. Donc, un immigré ou une immigrée, c'est une personne qui est née dans un autre pays que celui où il ou elle réside et dont il n'avait pas la nationalité au départ. Un étranger, c'est quelqu'un qui réside dans un autre pays que celui où il est né et dont il a la nationalité. Et un demandeur d'asile ou un réfugié, c'est des personnes qui ont été amenées à fuir une situation, des persécutions ou des menaces et qui se sont donc établis dans un autre pays pour y chercher une protection. Voilà. Alors, quels sont peut-être quelques concepts un peu généraux d'abord sur les liens entre migration et santé que j'aimerais partager avant de rentrer dans les considérations relatives plus spécifiquement à la santé mentale. D'abord, commençons par une vue d'ensemble. En moyenne, les immigrés sont en meilleure santé que la population du pays où ils ou elles s'établissent, mais aussi de la population qu'ils quittent, en particulier lorsqu'on regarde les taux de mortalité. C'est ce qu'on appelle le Healthy Migrant Effect, et c'est un effet qui est très robuste, qui a été reproduit dans différents pays, dans différentes circonstances, et quelles que soient les origines des personnes qui ont été étudiées. Alors, ça peut surprendre, compte tenu de ce qu'on nous dit sur l'immigration, etc., mais en réalité, c'est un phénomène qui s'explique de manière très simple. Pour pouvoir émigrer, il faut être en bonne santé. La plupart du temps, il s'agit de personnes jeunes qui ont des ressources pour pouvoir quitter leur pays. Et par ailleurs, alors c'est vrai en France notamment, les immigrés viennent de contextes où les comportements de santé sont souvent plus favorables que les nôtres. Par exemple, les gens qui viennent de pays du Sud et qui émigrent dans les pays industrialisés, en général, fument moins, boivent moins, ont une alimentation qui est peut-être plus équilibrée. Les femmes allaitent plus leurs enfants. Et donc tout ça contribue à des effets positifs en termes de santé. Alors, ces effets, ici le Healthy Migrant Effect, ont été calculés dans les pays industrialisés et peut-être une des limites des recherches qui ont été menées sur ce sujet, c'est qu'on ne sait pas si ce Healthy Migrant Effect existe aussi dans des pays à niveau de revenu intermédiaire ou faible. Mais voilà, là, il s'agit d'une méta-analyse récente qui a été publiée en 2018 et qui confirme que malgré les évolutions dans les tendances migratoires, etc., on continue d'observer ce Healthy Migrant Effect. Par contre, il disparaît à la deuxième génération. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on observe que les descendants d'immigrés, donc les personnes qui ont au moins un parent immigré mais qui elles-mêmes sont nées en France, n'ont pas forcément des taux de mortalité plus bas que la population en général. Donc ici, il s'agit d'une étude publiée par Myriam Klatt et des collègues de l'Institut national des études démographiques qui porte sur la mortalité de différents groupes d'immigrés et de descendants d'immigrés. Et je ne sais pas si on voit très bien, mais ce que montre cette étude, c'est que les personnes, donc les descendants d'immigrés originaires du sud de l'Europe, donc principalement l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ont des taux de mortalité qui sont plus bas que ceux de la population générale française. Par contre, ce n'est pas le cas des descendants d'immigrés qui sont originaires, donc dont un des parents au moins est originaire d'Afrique du Nord, qui eux ont par contre des taux de mortalité plus élevés que la population générale et que potentiellement la génération du dessus.
Donc, dans cette étude, il s'agissait non seulement de décrire ces tendances en termes de mortalité, mais aussi d'essayer de les expliquer. Et ce que montrent les auteurs, c'est que en fait, ce surrisque de mortalité chez les descendants d'immigrés originaires d'Afrique du Nord est en partie expliqué par un niveau de formation plus bas et un taux d'emploi plus faible également. Donc, des caractéristiques socio-économiques. Alors, que se passe-t-il donc d'une génération à la suivante? Pourquoi est-ce qu'on observe ce surrisque de mortalité? Donc, d'abord, je vous l'ai dit, les comportements de santé qui étaient favorables au départ ont pu se dégrader. On sait que les descendants d'immigrés tendent à rejoindre la population majoritaire du pays où ils vivent. Donc, en France, ça signifie une augmentation des taux de tabagisme, de consommation d'alcool, par exemple, et des changements en termes d'alimentation. En parallèle, comme le dit cet article, il existe des disparités socio-économiques importantes avec la population générale qui sont déjà observées chez les immigrés, j'en reparlerai dans quelques minutes, mais qui subsistent en fait à la seconde génération, générant donc d'abord des difficultés matérielles réelles et aussi possiblement des situations de stress chronique. En France, comme dans d'autres pays, on a aussi un certain nombre d'études qui montrent des discriminations vis-à-vis de l'emploi, du logement, dans le système de santé, qui ciblent en particulier certains groupes d'immigrés ou de descendants d'immigrés, ce qui constitue une source de stress supplémentaire. Alors, si on regarde maintenant de manière un peu plus large, la mortalité, c'est un indicateur de santé, mais qui est quand même vraiment un peu en bout de chaîne, j'allais dire. Voilà, ce que nous disent les données un peu plus larges sur l'état de santé des populations immigrées. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2023 nous dit que oui, ce Healthy Migrant Effect continue d'exister, mais par contre, il existe aussi des risques spécifiques dans certains domaines de la santé. Premièrement, et je l'ai mentionné tout au début, certains groupes d'immigrés sont à risque plus important de contracter certaines maladies infectieuses, notamment le VIH, la tuberculose, et ça a aussi été le cas du Covid-19. Mais ce qui est important et ce que souligne l'ONU, c'est que à la fois leur risque relatif est élevé et en même temps le risque de transmission à la population générale reste relativement faible parce que ces maladies sont contenues dans des groupes un peu particuliers. En parallèle, avec le changement des comportements de santé, au bout de quelques années, on observe une augmentation du risque de différentes maladies chroniques au sein des populations immigrées, en particulier une augmentation du risque d'obésité, de diabète et aussi de certains types de cancers, notamment le cancer du col de l'utérus qui touche plus spécifiquement les femmes immigrées, notamment du fait d'un défaut de vaccination dans ce groupe. Et puis, en termes de santé mentale, en moyenne, on estime aussi qu'il existe un risque élevé de différents types de problèmes psychologiques, mais avec des estimations très variables. Et je vais vous montrer quelques données qui illustrent ce sujet de manière plus précise. Donc parlons maintenant de santé mentale. Et je vais passer à une partie où je vais vous montrer quelques données épidémiologiques sur ce sujet. Mais j'aimerais commencer par vous dire que là aussi, cette question du lien entre migration et santé mentale n'est pas du tout récente. En réalité, elle est apparue à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle aux États-Unis. Elle a émergé donc, dans la communauté médicale, mais aussi dans des récits portés par des romanciers. Au moment où une vague d'immigration importante d'Europe est arrivée aux États-Unis, et en particulier en lien avec des situations appelées Prairie Madness, qui sont apparues chez des personnes, donc des immigrés européens, qui sont venus s'installer dans la zone des grandes prairies américaines, donc c'est les Grandes Plaines, qui se situent donc au centre des États-Unis et du Canada. Il s'agit toujours de grandes prairies qu'il fallait aménager, où il fallait construire des grandes fermes, que sont venus peupler des migrants, des immigrés d'Europe, notamment des pays scandinaves, qui pour la plupart n'étaient pas spécialement fermiers ou agriculteurs, certains venaient de zones rurales.
Et les médecins et un certain nombre d'observateurs se sont aperçus que nombre de ces étrangers développaient des symptômes de dépression, des situations de retrait relationnel, des accès de violence, et qu'il fallait prendre soin d'eux. Donc la plupart de ces nouveaux venus arrivaient des pays scandinaves, je vous l'ai déjà dit. Beaucoup d'entre eux ont rencontré des difficultés pour s'adapter à un nouveau contexte. Ils étaient très isolés, ce sont d'énormes espaces où il y avait très très peu de monde. Ils ne parlaient pas la langue, donc ils ne parlaient pas l'anglais. Il faisait très très froid comme en ce moment. Et ils avaient à faire face à des conditions matérielles extrêmes. Donc il y a notamment un récit qui parle de ce phénomène de prairie madness, qui s'appelle Giants in the Earth, et qui a été écrit par un écrivain américain d'origine norvégienne, Ole Rolvak. Donc le plus important dans cette description de cas de décompensation psychique en lien avec la migration est que donc ces personnes, comme je vous l'ai dit, étaient scandinaves, chrétiennes. Elles avaient, dans la société américaine, ce n'étaient pas celles qui étaient les plus discriminées, les plus mises à l'écart, et elles étaient même assez peu exposées au racisme, mais malgré cela, elles ont rencontré énormément de difficultés d'adaptation et parfois ont vécu de réelles crises psychiques. Ce phénomène de prairie madness a disparu avec le développement des moyens de transport et de communication au XXe siècle, lorsque voilà, certaines parties de ces grandes prairies ont été un peu plus désenclavées. Donc on sait depuis longtemps que la migration peut être source de stress et même de pathologie mentale, et que voilà, ce n'est pas un phénomène qui est récent. Alors, pour autant, on a des données récentes et on a des données qui proviennent de différents pays. On sait notamment que le risque de psychose, donc dont la schizophrénie, est presque doublé chez les personnes qui sont originaires, qui sont elles-mêmes immigrées. Le risque de dépression est également augmenté dans cette population. Mais ces risques en termes de santé mentale ne concernent pas seulement les personnes qui elles-mêmes ont quitté leur pays et sont allées s'installer ailleurs, mais aussi leurs enfants. Et un certain nombre d'études ont observé que les taux de dépression et d'anxiété sont augmentés chez les personnes qui sont descendantes d'immigrés. Enfin, et on en parle un tout petit peu moins, mais il y a énormément de recherches sur ces sujets, notamment en Chine. Les personnes qui sont left behind, c'est-à-dire laissées derrière par les adultes qui émigrent, notamment les enfants, les parents, ont eux aussi plus de problèmes psychologiques, malgré le fait que la migration des parents permet souvent d'améliorer leur situation sociale, puisque les parents migrent pour travailler ailleurs et envoyer de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine. Néanmoins, la migration peut aussi créer ce type de rupture pour les personnes, pas seulement qui migrent, mais aussi celles qui restent, et causer en ce sens des difficultés psychologiques. Alors évidemment, évidemment non, mais les demandeurs d'asile et les réfugiés qui, eux, non seulement émigrent, mais en plus fuient des persécutions, voire des violences, ont des taux de troubles psychiques encore plus élevés. On estime qu'en particulier, ils sont à risque d'épisodes de stress post-traumatique, que ce soit les adultes ou les enfants, avec un surrisque particulier chez les enfants non accompagnés. Malgré ces risques importants, les demandeurs d'asile et les réfugiés font face à de nombreux obstacles dans l'accès aux soins en santé mentale, du fait de faibles connaissances concernant parfois la santé mentale et la santé en général, mais aussi concernant le système de santé dans lequel ils évoluent, des barrières linguistiques, ce qui semble assez évident, parfois des croyances culturelles ou des attentes qui sont décalées par rapport à ce que peut proposer le système de santé, et puis parfois aussi à cause d'un manque de confiance dans le système de santé, en particulier lorsque les gens viennent de pays où le système de santé participe aussi à un certain nombre d'exactions. Donc, on sait que la santé mentale est un point de fragilité pour de nombreuses personnes qui quittent leur pays. Néanmoins, le système de santé ne permet pas forcément toujours d'y faire face. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces problèmes de santé ne résultent pas seulement de ce que les gens ont vécu avant d'émigrer et de leur parcours migratoire, mais aussi de la manière dont ils sont accueillis dans le pays dans lequel ils ou elles sont amenés à s'établir.
un certain nombre de recherches au cours des dernières années mettent l'accent vraiment très fortement sur les effets des politiques migratoires sur la santé mentale, notamment une revue systématique qui est parue il y a quelques années et qui mettait en lumière les effets délétères de différentes formes de détention. Alors, vous allez me dire, c'est assez évident. Bah oui, c'est assez évident, mais il se trouve que les étrangers, les immigrés et même les demandeurs d'asile sont beaucoup plus à risque de rencontrer des situations de privation de liberté. Certains pays pratiquent ce type de politique migratoire de manière assez massive, je pense notamment à l'Australie, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays. Et vous savez qu'en France également, un certain nombre de modalités juridiques permettent d'enfermer des personnes en situation irrégulière parce qu'elles sont en situation irrégulière concernant leur séjour sur le sol français. Il s'agit de personnes qui se retrouvent donc en centre de rétention administrative où elles peuvent être enfermées jusqu'à 3 mois. La capacité d'accueil de ces centres de rétention administrative est actuellement de 1800 places, mais le ministère de l'Intérieur a prévu de l'augmenter à 3000 d'ici 2030. Il y a une politique d'élargissement de ces pratiques de rétention, mais en fait de détention des personnes étrangères qui sont détenues ou qui sont privées de liberté du fait de leur situation administrative, pas parce qu'elles ont commis des délits ou des crimes. Mais au-delà de la privation de liberté, qui peut évidemment être traumatisante, la nature et la durée des démarches administratives qui incombent aux étrangers sont également liées à leur santé ultérieure. Et ici, j'aimerais citer une étude menée par des collègues danois, l'équipe de Marie Nordam à l'université de Copenhague, qui s'est intéressée plus particulièrement à la santé mentale des personnes qui ont été reconnues réfugiées au Danemark. Donc j'ai déjà parlé des grands registres scandinaves qui permettent de suivre l'ensemble de la population au travers à la fois leur santé, mais aussi leur situation administrative. Et donc ces chercheurs ont combiné différents types de registres de cette nature pour s'intéresser à la santé mentale des personnes qui avaient été reconnues réfugiées au Danemark entre 1970 et les années 2000, et pour remonter dans le temps et évaluer la manière dont leur santé mentale était associée au parcours administratif qu'elles avaient rencontré. Et les travaux de cette équipe nous montrent que, alors que toutes ces personnes ont été reconnues réfugiées à la fin de leur parcours administratif, leur probabilité d'avoir des troubles psychiques qui les ont amenés à consulter au sein du système de santé, donc qui ont été diagnostiqués par un professionnel de santé, soit dans le système ambulatoire, soit qui ont même donné lieu à une hospitalisation. Donc ces problèmes de santé mentale étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes dont la procédure de demande d'asile avait été traitée pendant plus d'une année, et encore plus chez celles dont la procédure de demande d'asile avait été traitée pendant 2 ans et plus, toutes choses égales par ailleurs, bien entendu. Donc indiquant que la durée de la procédure d'asile a des effets sur la santé mentale ultérieure des personnes. Cette équipe a aussi montré qu'en parallèle, le temps que les personnes... Alors ici, il s'agit principalement d'hommes, parce que dans les années 70, 80, 90, les réfugiés étaient principalement, ou les demandeurs d'asile étaient principalement des hommes au Danemark. Donc au-delà de la durée de la procédure administrative que ces personnes ont suivie, le temps qu'elles ont passé séparées de leur famille, c'est-à-dire le temps qu'elles ont mis à faire venir leur famille une fois qu'elles ont été reconnues réfugiées, était un facteur supplémentaire de risque en termes de santé mentale. Donc voilà, ce que ça nous dit, encore une fois, c'est que la manière dont... alors, les conditions d'accueil, si vous voulez, ou la manière dont les gens vivent une fois qu'ils sont arrivés dans le pays dans lequel ils vont s'établir, a des effets importants sur leur santé mentale au long cours. Je voulais vous montrer quelques données françaises concernant la migration et la santé mentale, puisque de plus en plus au cours de ces dernières années, il existe des recherches sur ce sujet. Je voudrais commencer d'abord par des données concernant des personnes qui sont en situation de marginalisation, qui sont récemment arrivées, qui sont peut-être celles auxquelles on s'intéresse le plus, encore une fois, et dont on peut s'attendre, en fait, d'une certaine manière, à ce qu'elles aient des difficultés psychologiques. Donc ici, il s'agit de données qui sont extraites d'une recherche intitulée MACASI, qui est une étude interventionnelle
visant à prévenir la survenue du VIH chez des personnes originaires d'Afrique subsaharienne vivant à Paris et en région parisienne. Vous le savez peut-être que les personnes originaires d'Afrique subsaharienne constituent un des groupes à risque du VIH, sachant qu'il y a à peu près 5000 nouveaux cas de VIH en France chaque année. Et donc, c'est une recherche qui a été menée par le groupe d'Annabelle Desgrais-Dulou à l'Institut à l'IRD, où il s'agissait d'aller à la rencontre de personnes originaires d'Afrique subsaharienne pour leur proposer un dépistage et un accompagnement pour les aider à mieux gérer les risques en matière de santé sexuelle. Mais au décours de cette étude, ont été recueillies un certain nombre de données concernant la situation de ces personnes, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc, il s'agit d'un échantillon d'environ 800 personnes, dont 77% étaient des hommes. Vous voyez que 42% avaient entre 30 et 39 ans, 63% étaient originaires d'Afrique de l'Ouest, les autres étaient originaires d'autres zones d'Afrique. 52% avaient fait des études secondaires, à peu près 50% étaient en France depuis moins de 2 ans, 70% n'avaient pas de titre de séjour, donc une grande précarité administrative. 45% rapportaient des situations de précarité alimentaire et c'est à ça que je voulais en venir, 66% avaient des symptômes de dépression modérée à sévère. Donc 66% de personnes déprimées, c'est 10 fois plus que la population générale. C'est énorme. Après, voilà, je vous ai dit avant qu'ils rencontrent énormément de difficultés diverses et variées et ce risque de dépression est probablement lié à ces conditions de vie très dégradées. Alors, que faire face à des personnes qui cumulent autant de problèmes, autant de difficultés dont on sait qu'elles vont avoir beaucoup de problèmes de santé mentale? Évidemment, le système de santé en France est universel et tout le monde peut y avoir accès. Laure Walmark en parlera tout à l'heure. Cette universalité, dans les faits, malheureusement, ne s'exerce pas toujours, mais voilà, il existe. On a la chance d'avoir ce système de santé qui peut accueillir tout le monde. Néanmoins, et c'est une réflexion pas uniquement en France, mais dans d'autres pays, notamment en Europe, on sait que le système de santé ne peut pas faire face à l'ensemble des problèmes psychologiques que rencontrent des populations marginalisées étrangères. Et l'Organisation mondiale de la santé a été amenée à développer des programmes d'accompagnement psychosocial dont l'objectif est de permettre à des personnes qui ont des difficultés à accéder au système de santé de bénéficier néanmoins d'un accompagnement pour, quand elles rencontrent des problèmes psychologiques, pour éviter d'attendre la crise suicidaire ou la crise psychotique ou l'hospitalisation pour avoir des soins. Et donc, il existe en particulier un programme qui s'appelle Problem Management Plus, qui est conçu de la manière suivante. Il s'agit alors c'est un programme évidemment qui est issu des thérapies cognitivo-comportementales, donc qui est très ciblé, très pragmatique, qui ne se substitue pas du tout à la psychothérapie, mais dont l'objectif est de permettre un accompagnement à des personnes dont la santé mentale est fragilisée. Donc, c'est un programme en 5 séances qui est mené par un intervenant qui n'est pas un professionnel de santé, qui est un intervenant formé spécifiquement à cet effet. Les intervenants sont supervisés par des psychologues et il faut qu'il y ait un psychiatre en backup si jamais les personnes qui sont suivies ont des difficultés qui dépassent évidemment le cadre de cette intervention. Donc c'est très organisé, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle des soins échelonnés. Et au cours de ces 5 séances, il s'agit pour la personne d'identifier un problème dans sa vie auquel il ou elle fait face, d'essayer de réfléchir à comment ce problème comment elle pourrait y faire face, avec les moyens et les ressources dont elle dispose. L'accent principal étant en fait de mobiliser la personne, alors c'est tout ce qui relève de l'empowerment, etc., mais sur un problème particulier, et aussi de mobiliser son réseau, son soutien social, qu'il s'agisse de proches, de professionnels, etc. C'est-à-dire de sortir de l'isolement et du sentiment d'incapacité à agir pour mobiliser ses ressources psychologiques. Donc c'est encore une fois 5 séances. Il y a aussi des activités de relaxation et des outils de gestion du stress qui sont proposés aux personnes pour les aider à faire face à des situations où elles sont dépassées.
Et nous, à Paris, avec ma collègue Andrea Tortelli, qui est psychiatre au GHU Neurosciences et qui s'occupe plus particulièrement d'une consultation intitulée CAPSIS dédiée à des personnes en situation de demande d'asile, immigrées, qui sont en grande vulnérabilité, en grande précarité, nous l'avons proposé, nous avons testé ce programme à Paris. Donc nous l'avons proposé à 220 personnes au total, c'est un essai randomisé. Les gens étaient soit assignés au groupe intervention où ils recevaient ce programme, enfin on leur proposait ce programme, ou au groupe contrôle où ils attendaient, enfin il ne se passait rien de particulier, quoi. C'était les soins courants, c'est-à-dire pour la plupart, ils n'avaient pas accès au système de santé. Et vraiment, on a recruté des personnes qui étaient à la rue, qui attendaient depuis des mois que leur demande d'asile soit traitée, qui n'avaient pas de ressources, qui n'avaient pas de contact avec leur famille, vraiment des situations très graves. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on a observé qu'à l'issue de ces 5 séances, les gens qui avaient participé à ce programme allaient mieux que ceux qui n'y avaient pas participé. Et la différence, enfin, vraiment, moi-même j'ai été surprise par les résultats, par l'ampleur des différences qu'on a observées en termes de symptômes d'anxiété et de dépression, en termes de symptômes de stress post-traumatique aussi. On a fait des entretiens qualitatifs avec un certain nombre de participants pour essayer de comprendre ce qui les avait intéressés dans ce programme, pourquoi ils avaient adhéré, etc. Et, alors je ne l'ai pas dit, évidemment c'est l'élément essentiel, ce qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est de pouvoir parler à un intervenant qui parlait dans la même langue. Parce donc, la plupart des participants étaient afghans, et on avait des intervenants qui parlaient soit le dari, soit le pashto. Il y avait aussi des participants qui parlaient arabe et pour lesquels on avait recruté un intervenant qui parlait arabe. Et donc, les personnes ont eu la possibilité, ont eu l'impression pour la première fois, et ça rejoindra peut-être d'ailleurs des choses que Laure Wallmark partagera avec vous tout à l'heure, les personnes ont eu la possibilité de s'exprimer dans leur langue, d'avoir de l'écoute, d'être accompagnées et de bénéficier de quelques outils leur permettant d'aider à gérer le stress. La grande question est bien sûr de savoir si les effets positifs de ce type d'intervention peuvent être maintenus dans le temps. Et évidemment, ce n'est pas garanti. C'est que 5 séances. Les problèmes des gens ne s'arrêtent pas à l'issue de cette intervention. Mais je voulais vous montrer cet exemple pour vous dire que, bien sûr, le système de santé tel qu'il est organisé en France fonctionne, mais il ne peut pas permettre de répondre à l'ensemble des besoins des publics étrangers marginalisés et qu'il existe d'autres types d'approches que l'Organisation mondiale de la santé et différents pays cherchent à développer. Mais en termes de questionnement sur ces problématiques, moi, une des questions que je me pose, que je me pose régulièrement est de savoir si les problèmes de santé mentale sont en fait principalement liés à une situation de marginalité, d'exclusion, et s'il concerne principalement les personnes dans les situations les plus vulnérables, ou si ce lien migration-santé mentale existe à l'échelle de la population générale. Encore une fois, il y a 10% d'immigrés en France, 10% de descendants d'immigrés. C'est un sujet très très large. Et donc pour essayer de répondre à cette question, s'agit-il d'une question pour la population française, en fait, à l'échelle de nous tous, avec mes collègues de l'étude ELF, nous avons cherché à utiliser donc des données qui concernent donc la cohorte ELF, c'est 18 000 enfants nés en 2011, représentatifs de la population générale. Donc, encore une fois, 10% d'enfants dont la mère est immigrée, 10% d'enfants dont la mère est descendante d'immigrés. Et donc, ce n'est pas du tout des données faites pour étudier spécifiquement les effets de la migration sur la santé, mais on s'est dit qu'il y avait suffisamment de personnes représentant différents groupes de la population pour pouvoir les exploiter dans ce sens. Et donc, en effet, dans cette étude, on retrouve, comme je vous disais, des enfants dont les mères sont immigrées, des enfants dont les mères sont descendantes d'immigrés. Alors, un premier élément, les pays d'origine des immigrés et des descendants d'immigrés en France ne sont pas les mêmes. Donc, c'est évidemment une dimension à prendre en compte quand on cherche à étudier cette thématique. Autant les mères immigrées étaient principalement originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, autant les mères descendantes d'immigrés étaient principalement originaires d'un pays européen. Alors d'abord, avant d'étudier leur santé mentale, la santé mentale de ces femmes, nous avons évalué leurs conditions de vie.
Et vous voyez ici que quand on compare les femmes immigrées en population générale, encore une fois, aux femmes non immigrées, elles avaient plus souvent un conjoint immigré, elles avaient un risque plus élevé de ne pas vivre avec leur conjoint au moment de la grossesse, elles avaient un niveau d'éducation plus bas que les femmes qui n'étaient pas immigrées, un risque plus élevé de chômage, et elles avaient aussi eu un suivi médical moins optimal tout au long de leur grossesse. Les femmes descendantes d'immigrés étaient quelque part au milieu ici, entre celles qui étaient immigrées et celles qui étaient non immigrées. Et donc on s'est intéressé au risque de dépression chez ces femmes pendant la grossesse et après. Et on n'a pas trouvé de différence majeure en termes de difficultés psychologiques pendant la grossesse. Par contre, les femmes immigrées avaient un risque de dépression postpartum plus élevé que celles qui étaient soit descendantes d'immigrés, soit non immigrées. Et ce, bien sûr, en prenant en compte leurs conditions de vie, la situation de leur conjoint et d'autres types de facteurs pouvant influer sur leur santé mentale. En regardant plus précisément ici si le fait de venir de certaines régions plus que d'autres était plus fortement associé à la dépression au postpartum, on a observé que ce risque était augmenté chez les femmes originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ce qui rejoint d'ailleurs les résultats d'autres études menées dans un certain nombre de pays en Europe. Et donc, les résultats de cette étude, en gros, nous disent que le lien entre migration et santé mentale ne se cantonne pas aux populations les plus marginalisées, les plus exclues. En fait, c'est une association qui traverse l'ensemble de la société. La migration est donc une opportunité de changer de vie, mais qui peut engendrer des situations de stress qui font le lit de nombreux problèmes de santé mentale, rupture, séparation des proches, isolement, conditions de vie défavorables, parfois violence et discrimination. Jean-Paul Selten, un psychiatre néerlandais, a théorisé l'exclusion sociale qui peut résulter de la migration et du fait d'appartenir à un groupe minoritaire dans une société, alors surtout dans une société jusque-là relativement homogène ou dans une société qui se vit comme étant relativement homogène. Un autre cadre théorique intéressant souligne le rôle de l'incertitude, des incertitudes qui se cumulent dans le temps et peuvent dépasser les ressources et les capacités d'adaptation des personnes, surtout en l'absence de soutien social suffisant. Au-delà des aspects humanitaires dont il sera question dans quelques instants, les conditions de santé des personnes étrangères, immigrées, révèlent sans doute les marges de notre société et les limites de l'accès à notre système de santé. Les études épidémiologiques dans ce domaine, comme celles dont je vous ai parlé, comme celles que je vous ai montrées au tout début du cours, mais aussi les suivantes, nous montrent que les facteurs de risque des problèmes de santé mentale auxquels font face les personnes immigrées sont universels. Encore une fois, séparation, rupture, isolement, précarité, instabilité existentielle. On peut tous et toutes faire face à ce type de difficultés. Elles sont majorées chez les immigrés qui, en plus, se retrouvent sans les ressources nécessaires pour y faire face. Donc, comme j'ai cherché à l'illustrer au début du cours, les épidémiologistes, évidemment, ne sont pas indemnes de biais concernant leur représentation et la manière dont ils voient ces populations et leurs besoins en termes de santé. Évidemment, on a besoin de recherche méthodique pour pouvoir avoir des chiffres qui correspondent à une certaine réalité objective. Merci.